Bonjour les amis et bienvenue dans cette toute dernière session de notre daily dédié à DataIQ DSS. Dans le daily précédent, on avait commencé à traiter le use case concernant l'analyse de données de log du site web. Donc, on a vu le premier sous-use case, l'analyse des référents. Et donc, dans le daily d'aujourd'hui, on va plutôt s'intéresser à l'analyse des visiteurs. Du coup, pour ça, on va se remettre dans le flux DataIQ et continuer les traitements qu'on avait initiés. Alors, concernant l'analyse des visiteurs, nous allons essayer de segmenter les visiteurs en catégories et de diriger les clients vers le canal le plus approprié. Donc, pour ça, on va commencer par regrouper les visiteurs en utilisant une technique similaire à celle qu'on a utilisée hier pour l'analyse des référents. Donc, nous allons examiner le comportement des visiteurs du site web au fil du temps. Du coup, pour ça, je vais me remettre sur ce jeu de données préparé. Et à ce niveau-là, je vais faire un group by. Et le group by, cette fois-ci, je vais le faire en fonction du visiteur ID. Donc, visiteur ID. La sortie, je peux la nommer comme ça. Et donc, on a notre clé d'agrégation. Et donc, on va s'intéresser à quelques variables, quelques paramètres. Donc, on peut par exemple s'intéresser au jour de la visite. Donc, ce paramètre-là, on peut l'agréger en choisissant le distinct ici. De même pour l'heure, par exemple, c'est des données qui peuvent être intéressantes. Peut-être que c'est des features qui peuvent avoir un impact sur l'algo plus tard. Donc, on choisit ça. On peut choisir aussi le day of week. Voilà. La session ID également. L'URL. En fait, c'est des données qui peuvent être intéressantes. Donc, de votre côté, vous pouvez choisir d'autres données qui vous paraissent intéressantes. Donc, après ça, on peut aussi choisir l'adresse IP par pays. C'est IP, adresse, country. Voilà. Là, cette fois-ci, on va choisir comme groupe d'agrégation le first. Qu'est-ce qu'on peut choisir aussi? On peut choisir le user agent type. Ensuite, on avait aussi d'autres données qui n'étaient pas mal. Donc, on avait fait de l'extraction de données dans la session précédente. On avait pu récupérer quelques données, notamment le blog. Donc, ces données-là, on va les agréger à la somme. On avait aussi application, pareil, somme. On avait l'entreprise. On avait le produit, les produits plutôt, product. On avait également data science. On avait home. Voilà, on va sauvegarder ça. Et du coup, je vais supprimer ça et lancer la recipe.
Cette agrégation nous permet en fait, pour chaque visiteur unique, ça nous permet de connaître des informations telles que son adresse IP, son nombre de visites, les pages spécifiques qu'il a visitées et son appareil, soit un navigateur ou un mobile. Donc, on vient dans le jeu de données en sortie. Et du coup, on obtient un nouveau jeu de données avec toutes ces informations qui nous permettront de développer notre algorithme tout de suite. Du coup, après avoir regroupé les visiteurs, on va passer maintenant à la segmentation. Du coup, pour ça, on va choisir le jeu de données qui nous intéresse. Donc, c'est ce jeu de données-là. Si vous vous rappelez, dans un daily précédent, on avait parlé du lab. Donc, c'est l'occasion pour nous ici d'utiliser le lab. Donc, on va faire de l'AutoML directement dans le lab, c'est-à-dire qu'on ne va pas utiliser de code pour développer notre algo. Du coup, je clique sur le lab. Sur le lab, vous avez deux façons de le faire. Soit vous pouvez cliquer sur New Analysis ici. Puis, si vous voulez, vous pouvez nommer votre analyse. Donc, nous, on va le nommer clustering. Comme ça, je vais créer. Donc, ici, on a déjà fait de la préparation de données. Donc, on ne va pas utiliser des processeurs pour faire de la data prep, mais plutôt les modèles mis à disposition pour créer notre modèle de machine learning. Donc, pour créer nos différents clusters. Du coup, pour ça, j'ai cliqué sur sur models, pardon. Et là-dedans, je vais cliquer sur Create First Model. Donc, on a dit qu'on faisait du clustering. Donc, je choisis l'AutoML clustering ici. Et par défaut, ça se met automatiquement sur le k-means. Donc, moi, ça m'intéresse de commencer par du k-mean. Donc, je vais rester sur du k-mean et cliquer sur Create. Donc, à ce niveau-là, on a un algo qui est mis à disposition. Donc, c'est l'algo k-mean. On a nos features qui ont été sélectionnées. Du coup, si vous vous rappelez, quand on a fait le group by tout à l'heure, on avait sélectionné quelques features. Donc, ce sont ces features qui sont indiquées ici. Du coup, je vais tout simplement cliquer sur Train pour lancer l'algo. Donc, ça va tourner un peu. Donc, par défaut, on a un nombre de clusters égal à 5 pour le k-means. Donc, le modèle est en train d'être entraîné. Du coup, puisque c'est de l'AutoML, DataIQ va reconnaître les types de données et elle va utiliser, en fait, la plateforme va utiliser les meilleures pratiques de machine learning lors de la formation du modèle. Donc, ça a bien tourné. Le modèle a bien été entraîné ici avec nos 5 clusters, le cluster 1, 2, 3, 4, 0 jusqu'à 4. Donc, on a nos 5 clusters, pardon. Le 6e cluster ici, ça ne correspond pas à grand chose. C'est le cluster des outliers. Du coup, ce qu'on peut faire pour avoir un peu plus d'informations par rapport à notre algo, on va cliquer sur le k-means ici. Donc, en cliquant sur le k-means, on voit déjà un peu de détails par rapport aux différents clusters. Donc là, on est sur le cluster 0. Lorsqu'on clique sur le 1, on a des informations sur le cluster 1 et ainsi de suite. Donc, on va faire un focus sur ces différents clusters pour comprendre les informations, les observations qui sont indiquées à ce niveau pour chacun des clusters. Du coup, on est dans l'onglet Summary ici, l'onglet Résumé qui nous donne toutes ces informations. Après, on peut aussi venir au niveau des features les plus importantes ici. Donc, on voit que c'est l'adresse IP, voilà, ainsi de suite. Donc, ça, c'est des features qui ont un impact sur les différents clusters. Du coup, après, vous avez d'autres informations, notamment des informations concernant les clusters,
la formation du modèle. Du coup, nous, on va revenir dans la partie summary qui va un peu plus nous intéresser. Donc, on retrouve nos 5 clusters par défaut. Le temps mis pour l'entraînement du modèle. Et voilà. Maintenant, nous allons essayer de comprendre ce à quoi correspond chacun des clusters. Donc, pour le cluster 0 ici, le tout premier, lorsqu'on regarde de plus près, on remarque que près de 34% du cluster a les États-Unis pour adresse IP contre seulement près de 17% globalement. Cela indique que dans ce cluster-là, une proportion importante des observations a les États-Unis comme pays associé à la première adresse IP. Et cela est comparé à la moyenne globale de 17% qui suggère que ce cluster est plus fortement associé aux États-Unis que l'ensemble des données. Donc ce cluster, on peut le renommer d'ailleurs. On peut le renommer en disant US Visitor. Après, on peut toujours mettre un petit descriptif ici. Voilà. Donc, ensuite, on a aussi cette feature qui est quand même un peu plus importante dans ce cluster. Donc, ça veut dire que la valeur moyenne de la feature application sum, la valeur moyenne de cette feature dans ce cluster est de 47% inférieure à la moyenne globale. Cela peut indiquer qu'en moyenne, les valeurs de application sum dans ce cluster sont significativement plus basses par rapport à l'ensemble des données. De même que pour cette troisième feature, du coup, de manière similaire à la précédente, la valeur moyenne du product sum dans ce cluster-là est de 50% inférieure à la moyenne globale. Donc, ça suggère que ce cluster a tendance à avoir des valeurs plus faibles pour la feature product sum par rapport à l'ensemble des données. Du coup, en résumé, on peut dire que le cluster 0 semble être caractérisé par une forte présence d'observations associées aux États-Unis ainsi que des valeurs plus faibles pour les features application sum et product sum. Donc voilà. On peut procéder pareil pour le reste des features, des clusters, pardon, le cluster 1, le 2, le 3 et le 4. Donc, concernant le deuxième cluster, en résumé, on peut dire que ce cluster-là semble être caractérisé par des observations exclusivement associées à la France avec des valeurs plus faibles pour les variables product sum et application sum. Donc, on va renommer le cluster, on va dire visitors. Donc, c'est des visiteurs qui viennent plus de la France. Pour résumer le troisième cluster, on peut dire que ça semble être caractérisé par une diversité plus importante dans les URL, donc un nombre d'occurrences plus élevé et des valeurs plus élevées pour le product sum. Donc ces caractéristiques peuvent indiquer un comportement distinct ou des propriétés spécifiques des observations regroupées dans ce cluster. Donc on va l'appeler par exemple on peut dire pardon, visitors. Voilà, ainsi de suite pour les restes des clusters. Donc, en gros, pour décrire nos 5 clusters, on a le premier cluster qui va contenir plus les Américains, le deuxième qui va concerner les Français, le troisième cluster qui va concerner des visiteurs fréquents, donc des visiteurs distincts. On aura un quatrième cluster qui va plus concerner des visiteurs engagés avec des URL distinctes visités.
Enfin, on aura des personnes, des visites de la page produit. Donc, c'est plutôt de la prospection. Donc, lorsqu'on termine la compréhension ou plutôt l'interprétation de nos clusters, on peut déployer le modèle dans le flux parce que jusque-là, le modèle, il n'est pas déployé dans notre flux. Je vais dupliquer pour vous le montrer. Donc, je reviens dans le flux. Voilà. Le modèle, il n'est toujours pas déployé. Donc, pour le déployer, c'est très simple. Il suffit tout simplement de cliquer sur Deploy ici. Et ensuite, on va déployer en cliquant sur le Deploy. Et on peut lui donner un petit nom, Clustering On. Je peux laisser comme ça. Et je clique sur Create. Voilà, maintenant le modèle est déployé dans notre flux. Vous voyez, le flux a changé par rapport à tout à l'heure. Donc, une fois que le modèle est déployé, il faut l'appliquer maintenant à l'ensemble de nos données ici, là. Du coup, pour ça, je vais cliquer sur la classification ici, là, le clustering. Ensuite, je vais cliquer sur Apply. Et à ce niveau, je vais devoir choisir un dataset sur lequel appliquer cette classification. Donc, ça va être le dataset. On a dit, ça s'appelle comment? Copier le nom pour ne pas me tromper. Donc, je vais appliquer le cluster sur l'ensemble du jeu de données. En sortie, ici, on aura un nouveau jeu de données qu'on peut appeler Log Data IQ. Segment. Et je clique sur Create Recipe. À ce niveau, j'ai des options ici que je peux choisir de cocher ou pas à ma convenance. Donc, cette première option, le fait de la cocher, pardon, ça nous évite de copier l'ensemble des données d'entrée vers la sortie. Donc, et la deuxième option, c'est concernant les métadonnées du modèle. Donc, moi, dans un premier temps, je vais laisser tel quel et cliquer sur Run ici pour lancer. Donc ça a bien tourné, on va revenir dans le flux. On voit qu'une petite modification a été faite. Donc cette classification a été appliquée sur l'ensemble de nos données. On verra qu'en sortie, dans le dataset en sortie, on aura une colonne supplémentaire qui va indiquer la classe d'appartenance de nos données. Donc on vient jusqu'à la fin, on a cette nouvelle colonne Cluster Labels qui va nous indiquer la classe à laquelle appartient chacune de nos données. Donc on va retrouver ici les 5 clusters qu'on a formés tout à l'heure. Pour le savoir, on peut faire Analyze et effectivement on retrouve nos 5 clusters avec un nombre plus significatif pour les États-Unis. J'ai mis US, c'est incroyable. Désolée, j'ai oublié le A. On a la France qui vient en deuxième temps et après ainsi de suite. Donc, et aussi on a le cluster des outliers. Donc, mais en vrai, on a 5 clusters sans le cluster des outliers. Donc, je vais fermer tout ça. Et je reviens dans mon flux. Dans le flux, si vous vous rappelez, on avait importé, dans le délai précédent, on avait importé un jeu de données hyper intéressant concernant des informations sur les clients. Donc, c'était un CRM. Donc, on va maintenant essayer d'utiliser ce jeu de données-là. Donc, en gros, on va essayer de mapper les clusters qu'on a formés. On va les mapper aux clients connus. Du coup, pour ça, on va se mettre sur le jeu de données qu'on a obtenu tout à l'heure avec les différents clusters. On va faire une jointure avec les CRM. Donc, je vais choisir ça et je clique sur Join ici. Donc, le jeu de données de sortie, on peut le laisser comme ça, Join. À ce niveau, on voit que Visitor ID a été automatiquement reconnu comme clé de jointure, ce qui est parfait dans notre cas.
Du coup, au niveau de la jointure, on va choisir une jointure interne pour conserver uniquement les enregistrements dans lesquels un client peut être mis en correspondance avec succès avec des visites de site web. Donc, on va choisir un inner join. On va lancer la jointure. La petite astuce au niveau de la jointure. Ici, vous voyez, lorsque vous faites la jointure, vous avez le drop on match rose ici. Du coup, si vous ne voulez pas les drops, vous pouvez choisir de les conserver dans un autre jeu de données. Et donc, pour ça, vous cliquez sur Send on Match. Comme ça, vous créez un nouveau jeu de données. Et dans ce jeu de données-là, toutes les non-correspondances de votre jointure seront déversées dans ce jeu de données. Donc, on va dropper. Donc, je vais run. On a 35 colonnes au final. On va attendre un peu que ça finisse. Donc, dans le jeu de données en sortie, on obtient des données hyper intéressantes dans le sens où on a mappé les différents clusters avec les informations des clients. Donc là, on vient de faire de la segmentation. On a classé nos différents clients qui visitent notre site web. Donc voilà. D'un côté, on a ces informations et de l'autre, on sait que lorsqu'on prend, par exemple, lorsqu'on prend ce visiteur-là, on sait que sa classe d'appartenance, son cluster, ce sera le cluster des visiteurs français, ainsi de suite. Donc, à ce niveau, ce qu'on peut faire aussi, on peut faire un peu plus de custom, personnaliser. On peut personnaliser ces clusters. Donc, on peut orienter cette personnalisation des clusters va permettre d'orienter les clients vers le bon canal, soit du marketing, des ventes potentielles, ainsi de suite. Donc, pour cela, on va utiliser une recette Prepare. Donc, je vais cliquer sur le Prepare ici. Donc, comme je disais tout à l'heure, l'objectif, en fait, c'est d'orienter les clients vers le bon canal, soit marketing ou vente potentielle. Et du coup, cela nous amène à catégoriser les données en fonction de différentes conditions. Donc, pour mettre ça en pratique, on va utiliser le formulaire Data IQ. Et là-dedans, on va créer une nouvelle colonne. On peut l'appeler cluster final. Comme ça. Et là-dedans, je vais directement coller la formule. Donc, dans cette formule, on essaie tout simplement de dire que si le cluster labels égale US visiteur ou France visiteur, en ce moment-là, on va les classer comme marketing. Sinon, si application, si user agent type first est égal à browser ou moins browser, donc le résultat, ça va être mobile. Ou si application somme est supérieure ou égale à 2 ou le product somme supérieur ou égal à 2, alors le résultat va être sales. Ou sinon, ça va être sales prospecting. Donc voilà. On peut appliquer ça, voir ce que ça va donner dans la colonne poster final. Déjà, ma colonne, voilà, ma colonne, elle est là. Donc, la nouvelle classification a été faite. Du coup, je vais sauvegarder tout ça. Je vais vérifier un truc quand même. Ok. Donc, je vais sauvegarder tout ça, puis lancer.
On revient dans le flux pour voir ce à quoi ressemble notre nouveau jeu de données. Et pour des personnes qui souhaitent, vous pouvez visualiser les résultats finaux en faisant des graphiques ou en créant un dashboard par exemple. Dans notre cas, on va se limiter seulement à ces informations. Par contre, à partir de ces informations, ce qu'on peut faire, on peut diviser cet ensemble de données sur la nouvelle variable qu'on a créée, du coup la variable cluster finale. Donc, on va diviser, on va splitter notre ensemble de données sur cette variable afin de pouvoir envoyer les sous-ensembles plus petits aux bonnes équipes. Donc, pour ça, ce qu'on peut faire, on va cliquer sur... on va choisir la recipe split ici. Et donc, on va créer différents jeux de données. Donc, send, par exemple, on va dire send to sales. Donc, c'est un jeu de données qui sera envoyé aux commerciaux, par exemple. On peut créer aussi... C'est-à-dire qu'on va créer les jeux de données en fonction des différents nouveaux clusters qu'on a formés. Donc, on avait sales, send to sales, prospecting, la prospection. Donc, on crée ça. On va aussi send pour le marketing, pour l'équipe marketing. Pareil, j'aurais dû copier, mais c'est pas grave. Marketing, browser. Mobile, on a déjà fait le browser, on va faire mobile. Donc voilà, on avait 4 clusters, il me semble, au lieu de 5. Mais on va vérifier tout de suite. Avant de lancer ça, on va venir vérifier. Je ne me rappelle plus exactement. Avec la nouvelle variable, la nouvelle colonne, je ne sais plus combien on avait. La cluster final. Voilà, on a bien les 4. Ok, on est bon. Donc on revient dans notre split. Alors, comme méthode de split ici, moi je vais rester sur le mapping des valeurs d'une seule colonne. Donc, je vais choisir ça. Et là, je vais donner un petit nom, sales. Comme ça. Et là, add value, je vais faire, je vais choisir du coup ça et lui donner un petit nom. Je vais l'appeler sales prospecting. Ici, donc je vais prendre le browser. Et là, je vais dire marketing. Browser. Voilà. Ensuite, le mobile. Du coup, ça va être presque pareil. Marketing mobile. Ensuite, oui, je pense qu'on a les 4, donc je peux drop ça. Et là, ah oui, on a cette erreur tout rouge là, le truc d'alerte là, parce qu'on n'a pas choisi la colonne pour le split. Donc, notre colonne, c'est cluster final. Donc, voilà. On va sauvegarder ça, puis lancer la recipe. De cette façon, on aura créé nos différents sous-jeux de données qu'on pourra envoyer aux différentes équipes. On peut revenir dans le flux pour voir.
Ce à quoi ressemble ces jeux de données. Hop, celui-là est vide. Pourquoi est-ce qu'il est vide? Ok, il y en a un qui est vide. Pourquoi? C'est le mobile. Ok, donc je reviens là. C'est ça, hein? Ok, je pense que ouais, il faut que je fasse un drop data pour que la répartition soit bien faite. Donc je sauvegarde ça et je lance. Je relance. Voilà, ça semble être bon. On va vérifier. Toujours pas. Ok, donc on va venir dans la récipe prepare. Donc dans cette récipe, ce qu'on peut faire, ou sinon, plutôt que de venir dans la récipe, dans le jeu de données même, je vais aller sur le champ cluster final et on va aller dans Analyze. Là-dedans, on a le mobile qui a quand même 354 données. Mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas d'informations qui remontent après le split? On va voir ça. Donc, sales, c'est ça. On a le sales prospecting. Ok. Marketing browser. Ok. Marketing mobile. Ok. Ce que je vais faire, je vais vider tout ça. Puis relancer. D'ailleurs, je vais supprimer et reprendre. Donc, on a dit marketing mobile. En fait, ça ne marchait pas tout à l'heure parce que dans l'étape prepare de tout à l'heure, j'avais laissé un espace entre le tiret du 6 et le browser ou le mobile, donc ça ne marchait pas. Donc là, j'ai supprimé cet espace-là et tout semble fonctionner. Du coup, en sortie, on a nos 4 jeux de données. Donc, lorsqu'on vient dans Cento Marketing Mobile, on a bien nos 354 lignes. Dans Cento Sales, on a bien nos 2146 lignes. Dans les prospects, on retrouve nos 240 lignes. Ensuite, dans la quatrième table, on retrouve bien nos données. Pour être sûr, on peut revenir dans le jeu de données précédent avant le split. On va aller rechercher la donnée cluster finals. Et là-dedans, on va voir la distribution de nos 4 jeux de données. Donc, on retrouve bien les chiffres. Du coup, nos données ont été bien splittées. Donc, on retrouve un jeu de données qu'on peut livrer à nos différentes équipes, aux membres de l'équipe en contact direct avec les clients pour les envoyer des mails ciblés. Donc, en gros, on vient de mettre en place un projet de machine learning de bout en bout sans utiliser du code. Donc, on arrive à la fin de ces 45 délais dédiés à DataIQ DSS.
Je vous remercie de nous avoir suivis depuis le début et surtout, n'hésitez pas, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Data Academy. Nous avons également une page LinkedIn Data Academy. N'hésitez pas à nous suivre sur notre page pour ne pas louper les différents tips que nous partageons au quotidien. Merci à tous et à toutes.